Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien politique. Guillaume Arnel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc sénateur de Saint-Martin depuis octobre 2014. Tout d'abord, une question d'actualité, une première réaction à chaud sur le pont de Sandy Ground qui était bloqué hier par des manifestants. Ils sont exaspérés par leurs conditions de vie, la reconstruction qui prend du temps et ils dénoncent l'immobilisme des pouvoirs locaux. Ce climat de grogne peut-il faire écho au mouvement national des Gilets jaunes? Faire écho au mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu tard, puisque les Gilets jaunes sont en fin de mouvement. Et il aurait fallu emboîter le pas dès le début, si on voulait être soit en solidarité, soit effectivement dénoncer un certain nombre de difficultés sur le territoire, que je comprends. Pour avoir été également l'objet de blocage au temps où j'étais premier vice-président, j'espère qu'aujourd'hui, ceux-là même qui avaient bloqué comprennent, qui sont au pouvoir aujourd'hui, comprennent la difficulté de l'exercice du pouvoir. Maintenant, s'agissant des difficultés du pouvoir d'achat, je ne pense pas que ça soit comparable à ce qui se passe en métropole. Ici, il y a toujours des possibilités de débrouille qui n'existent pas toujours en France. Et je n'ai pas le sentiment, à titre personnel, que la situation du pouvoir d'achat soit tellement important sur Saint-Martin. Par contre, là où je les rejoins, c'est effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est la relative lenteur de la reconstruction. L'immobilise des pouvoirs publics locaux, je n'irai pas jusque-là. L'exercice du pouvoir est un exercice difficile, il faut des moyens financiers et la population est toujours très impatiente. Donc moi, ce que je souhaiterais leur dire, ce n'est pas en bloquant systématiquement. Moi, je suis quelqu'un qui prône le dialogue, la concertation, l'écoute. Et donc, je les invite, comme ce fut le cas hier, je crois le président l'a fait, qu'ils s'appuient sur les instances qui existent, les conseils de quartier, leurs élus de proximité, pour faire remonter leurs doléances. Et alors, les manifestants s'inquiètent aussi de la reconstruction de leurs habitations, notamment à Sandy Ground. C'est une zone qui, on le sait, est particulièrement exposée. Vous travaillez actuellement sur une étude de la situation des territoires ultramarins face aux risques naturels majeurs. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude? Il y a deux choses. Le rapport le premier tome a fait un état des lieux après Irma, sur les risques, etc. Et le deuxième tome, ce sera sur la reconstruction et la résilience. J'ai eu l'occasion donc d'interviewer dans le cadre de ce deuxième tome, comme premier intervenant, le préfet Gustin, qui nous a rappelé de façon assez sévère un certain nombre de réalités que je dénonçais auparavant. Quand on veut travailler, quand on veut vivre en harmonie avec la nature et avec l'autre, il faut respecter un certain nombre de règles. Il faut respecter un certain nombre de règles, mais encore faudrait-il que ces règles soient comprises par tout un chacun et donc expliquées. Vous pourriez préconiser qu'il faudrait mieux expliquer aux habitants de Sandy Ground pourquoi ils devraient peut-être limiter la reconstruction à certains endroits? C'était l'objet, mais il y va du bon sens. Les habitants ne sont pas suffisamment contents d'avoir les pieds dans l'eau, ils veulent aller dans la mer complètement. Et c'est un non-sens. Moi j'ai été sur Sandy Ground, j'ai vu, mais Sandy Ground est un cas, pas un cas unique, c'est sur l'ensemble du territoire, Grand Case, etc. Il faut que la population comprenne qu'il y a ce qui est possible, acceptable, et ce qui ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, tout un chacun prendra ses responsabilités. Parce que lorsqu'il s'agit d'une catastrophe, c'est toujours les pouvoirs publics qui sont en première ligne et qui sont condamnés pour avoir laissé faire. Donc il vaudrait mieux aller à l'explication, à la concertation et ensuite faire ce qu'il y a à faire au regard de la loi et de la législation pour qu'après on ne soit pas embêté au point de vue judiciaire. Après, il y a quand même des personnes qui habitent ici depuis 20, 30 ans, qui ont fait toute leur vie dans ces quartiers, dans ces habitations. Enfin, quelles sont les possibilités qu'on peut leur offrir? Il y a deux possibilités. Il me semble qu'il y a des endroits, même si ces endroits sont à risque, qu'on ne laissera pas reconstruire à l'identique. Il faut pouvoir
peut-être permettent à certains de surélever ou alors de ne pas laisser à usage d'habitation les rez-de-chaussée, etc. Donc il y a des dispositifs. Et par contre, il y a d'autres endroits où il ne faudrait pas laisser reconstruire. Je sais que ça va déplaire à certains, mais ce n'est pas parce qu'on est 30 ans ou 40 ans dans une situation que forcément ça justifie que la situation soit légale. On peut être 30 ans et 40 ans dans l'illégalité et c'est ce qu'il faut accepter. Sortir de cette illégalité, mieux reconstruire pour l'avenir et de façon plus durable. Monsieur le sénateur, un autre point de friction ces derniers jours, je veux forcément parler de la Seine-Saint-Marc avec donc le changement de gouvernance qui a été proposé en conseil territorial le 13 décembre dernier. Il prévoit désormais un seul et unique président-directeur général à la tête de cette société d'économie mixte. Est-ce que vous pensez que recentrer la gouvernance de cet outil sur Saint-Martin, ça va mieux servir les intérêts de la collectivité? Plusieurs remarques. La première, et elle est d'importance, tout s'est enchaîné depuis les déclarations du président de la République. En septembre dernier. Donc, force est de constater qu'il y a eu un élément déclencheur. Même si, à l'instar de ce que dit le président Gibbs, que ça figurait dans son programme, le président de la République a été l'élément déclencheur. Deuxième chose, recentrer la gouvernance sur Saint-Martin, pourquoi pas? Le siège social, avoir une présence effective sur le territoire, oui. Mais Saint-Martin ne pourra plus absorber le volume de marché qu'a la Seine-Saint-Marc aujourd'hui sur les Antilles-Guyane. Donc il me semble que recentrer, et encore, la troisième remarque que je formulerai, c'est que c'est le conseil d'administration qui fixe les orientations stratégiques. Et si les orientations stratégiques n'ont pas été respectées, très certainement, c'est que le conseil ou les conseils d'administration successifs n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Et c'est ce que moi, je privilégie. Comment espérer que lorsqu'on avait une collégialité, ce n'était pas possible d'influer sur la direction générale? Comment est-ce possible aujourd'hui qu'avec un seul homme, de surcroît occupant d'autres fonctions territoriales, il soit possible de diriger une entreprise comme la Seine-Saint-Marc? C'est un vrai métier. D'autant plus que la Seine-Saint-Marc, ce sont quand même près de 11 000 logements sociaux construits aussi en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Le fait de recentrer cette gouvernance sur Saint-Martin, ça ne risque pas de casser un petit peu le développement de ces autres territoires ultramarins? C'est ça le souci. Si ça s'était fait dans la concertation, pourquoi pas? Mais visiblement, ça s'est fait de façon unilatérale. C'est la raison pour laquelle le président de région Guyane est monté au créneau, la Guadeloupe est montée au créneau. Je n'ai pas beaucoup entendu la Martinique, mais je suppose qu'il y a eu quelques mouvements quand même. Et le volume de marché d'investissement se trouve dans ces territoires. Alors quand on se fâche avec ses coactionnaires, comment avoir tous les outils en main pour inverser la tendance et faire prospérer encore plus cette société d'économie mixte qui, je rappelle, est parmi les plus performantes de la métropole. Monsieur le sénateur, sur la reconstruction générale, aujourd'hui, cela fait 1 an et 4 mois que Irma est passé sur notre territoire. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la reconstruction de Saint-Martin? Un regard relativement critique, mais critique en m'y incluant. Quand on regarde comment s'est reconstruit le côté hollandais très rapidement, où il y a une activité qui est bien reprise, et quand on voit la léthargie dans laquelle se trouve le côté français, il y a de quoi s'interroger. Moi, j'y vois deux raisons. La première raison, c'est que ma population, malheureusement, a perdu le sens de l'initiative. Nous sommes devenus peut-être trop demandeurs d'aide et des autres. Il faut davantage que nous, on fasse preuve d'initiative. Et la deuxième chose, c'est que bon, les deux territoires ne sont pas comparables. Mais là, manifestement, sur le côté français, il manque une ligne directive. Quels sont nos choix prioritaires? Vers quoi devrait-on s'accorder
avec les finances dont nous disposons pour pouvoir relancer les choses. Est-ce l'économie? Est-ce l'habitat? Etc. Aujourd'hui, on a l'impression que plus personne ne sait comment faire. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Quel est votre prochain rendez-vous? Alors, peut-être avant le prochain rendez-vous, je vais vous offrir en première la loi sur l'indivision successorale a été définitivement adoptée au Sénat le 18. J'en suis particulièrement fier puisque Saint-Martin était absent de l'Assemblée nationale, du texte à l'Assemblée nationale. Donc, ça va changer qu'un certain nombre de situations sur Saint-Martin qui sont en indivision vont pouvoir être réglées. Ça ne réglera pas toutes les difficultés, mais au moins aujourd'hui, l'indivision pourra trouver quelques formes de réponse. Et puis, je souhaiterais profiter de cette fin d'année, non pas pour faire des vœux, mais puisque je sais qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas le cœur à la fête. D'ailleurs, ça se voit en termes de lumière, de décoration, mais je souhaiterais que chacun puisse avoir au moins la possibilité d'avoir un repas festif et passer les fêtes en famille pour pouvoir se ressourcer et prendre les bonnes résolutions pour l'année 2019. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Voilà, c'est déjà la fin de cet entretien politique. Merci.